Avec nous pour ce club, Dominique Estrosi-Sassone, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission des affaires économiques. En face de vous, Yann Brossat, sénateur communiste de Paris, candidat à la mairie de Paris. On a beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Plusieurs gros dossiers sur la table. Transition écologique, élections municipales, notamment à Paris, et avenir de François Bayrou. Et avec vous, on parlera de quoi, Yann? Eh bien, les militants PS ont choisi leur candidat pour les municipales. On va vous dire qui c'est. Ça y est, vous avez révisé votre... J'ai révisé. Merci beaucoup, Yann. D'abord, on va voir l'actualité au plus près du terrain. Et direction aujourd'hui Montpellier, retrouver Vincent Coste, journaliste à Midi Libre. Bonjour Vincent, vous êtes plus habitué peut-être que d'autres aux vagues de chaleur. Et pourtant, chez vous aussi, c'est l'improvisation aujourd'hui. À Nîmes, des écoles resteront fermées aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes habitués à des vagues de chaleur, à des pics de chaleur élevés, mais c'est vrai que celle qui frappe en ce moment est arrive particulièrement tôt et particulièrement longue, et a nécessité effectivement ce qu'on peut appeler des mesures d'exception. On l'a vu aujourd'hui hier dans le Gard, où il a été décidé la ville de Nîmes de fermer 81 écoles sur 83 en raison de ces fortes chaleurs. C'est une des conséquences de cette vague de canicule. On est sous des températures dans l'arrière-pays, dans l'Hérault, dans le Gard, dans l'Aude, qui dépassent les 40 degrés. Je vous parle de Montpellier, là, à 8h du matin, il fait 26 degrés déjà, donc ça va être, je crois qu'aujourd'hui et demain vont être les journées les plus chaudes, et en plus pour les départements du Gard et de l'Hérault, notamment dans le sud-est, alors qu'ailleurs dans le pays, on annonce peut-être à partir de cette fin de semaine, de jeudi, des premiers éléments de baisse de température. Ça ne serait pas le cas ici, où ça risque d'être encore très chaud une bonne partie de la semaine. Vincent, vous vous êtes également intéressé à la chaleur des logements, c'est ce qu'on appelle les logements bouilloires. Vous avez recueilli des témoignages, je crois. Oui, alors nous avons consacré 2 pages aujourd'hui effectivement à ce phénomène de canicule. On a recueilli beaucoup de témoignages sur les chantiers avec des gens qui travaillent, qui coulent un enrobé à 140 degrés alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. Dans les magasins qui vendent ventilateurs, appareils de climatisation, où évidemment les locataires, et notamment les locataires de logements bouilloires que vous évoquez, prennent d'assaut ces magasins, et où il est très dur de trouver un ventilateur ou un climatiseur. Et nous avons eu également des témoignages d'Héraultais ou de Gardois, notamment, qui vivent dans des... Alors, je peux vous citer deux exemples. Une habitante d'un quartier de Montpellier qui nous dit qu'elle a jusqu'à 29 degrés la nuit dans son appartement. Les températures ne descendent pas la nuit dans son appartement en dessous de 29 degrés. Ou cet autre habitant d'un quartier de Béziers qui vit dans un appartement qui n'a même pas de volets. Il y avait un défaut de fabrication. Le bailleur n'a pas remplacé les volets. Il a mesuré un 38 degrés dans son appartement hier en début d'après-midi. Il témoigne ce matin dans les colonnes de Midi Libre. Midi Libre. Merci beaucoup Vincent Coste. On voit la une de Midi Libre, alerte canicule, Merci la France en surchauffe. Merci pour votre intervention. Pourquoi ce sentiment d'improvisation? Les enseignements de la canicule de 2003 ont-ils vraiment été tirés? On en débat dans un instant, mais avant ça, on fait le point sur la situation avec Flora Sauvage. Au 2e jour de la vague de chaleur intense qui s'est abattue sur l'Hexagone, 16 départements sont passés en vigilance rouge et 68 sont toujours en vigilance orange. Des pointes à 41 degrés sont attendues ce mardi, annonce Météo France. Près de 1350 écoles resteront fermées. À Tours, les parents doivent s'organiser pour garder leurs enfants, car les écoles sont fermées cet après-midi pour la 2e journée consécutive. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. En plus, à la dernière minute comme ça, c'était compliqué. Pour le maire de Tours, où le thermomètre devrait frôler les 40 degrés aujourd'hui, c'est un cas de force majeure. On est sur une mesure de santé publique. D'ailleurs, j'invite Elisabeth Borne à venir se rendre compte des conditions d'accueil dans nos écoles, et peut-être même à venir avec le Premier ministre pour faire le Conseil des ministres dans une école à Tours mercredi, puisque les écoles seront sans enfants. Ils se rendront compte de l'état bâtimentaire.
Le coût de l'adaptation des établissements scolaires au changement climatique est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros selon des rapports officiels. Mais la question de l'adaptation du bâti se pose aussi pour les habitations. Plus d'un logement sur 3 serait une bouilloire thermique. C'est le fait d'avoir plus de 30 degrés dans son logement, notamment la nuit, parce qu'on sait que c'est là que le corps a besoin de se reposer. Et quand on ne peut pas se reposer la nuit, ça devient très, très compliqué, évidemment, pour la santé. Il y a des risques vitaux. Il y a eu 3700 morts de la chaleur l'été dernier. Donc on voit qu'on est sur une question qui est très grave, qu'il y a plus de morts de la chaleur dans les logements que d'accidents de la route en France. Autre conséquence de cette vague de chaleur, de violents orages ont éclaté en Savoie dans la vallée de la Maurienne, provoquant une crue inédite depuis 70 ans. En Bretagne, la préfecture des Côtes-d'Armor a ordonné la fermeture de plusieurs plages, car la canicule favorise la prolifération d'algues vertes qui dégagent un gaz toxique. Enfin, lundi, la centrale nucléaire de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, a mis l'un de ses réacteurs à l'arrêt en raison de la température trop élevée de la Garonne. On vient de voir ce sujet. Des fermetures d'écoles décidées un peu partout dans le pays. Plus de 1300 juste pour la seule journée d'aujourd'hui, de mardi. On a quand même l'impression qu'on est en pleine improvisation là, non ? Oui, à l'évidence, personne ne peut se satisfaire du fait qu'avec les températures qu'on connaît actuellement, on aboutisse à des fermetures d'écoles. C'est évidemment un constat d'échec. Quand on ferme une classe, c'est toujours un échec. J'ai été enseignant, personne ne peut se satisfaire de ça. Mais au-delà de ça, je pense que ce qu'on vit en ce moment, les températures qu'on enregistre en ce moment, nous invitent quand même à jeter un regard un peu critique, je crois, sur le discours qu'on a entendu ces derniers mois, ces dernières semaines, consistant à dire en gros l'écologie ça commence à bien faire. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est l'absence d'écologie qui est punitive. C'est l'absence d'écologie qui conduit à des catastrophes qu'on voit tous les jours. On enregistre des températures absolument monstrueuses. Une ville comme la mienne, comme Paris, qui est la ville la plus dense d'Europe, avec les températures qu'on connaît, elle va devenir invivable. On ne pourra pas survivre dans une ville comme Paris. Et ça vaut pour bien d'autres. Donc je pense que tout ça doit conduire chacun à un examen de conscience et à la nécessité d'une lutte beaucoup plus résolue contre le changement climatique. Et je pense que le gouvernement ferait bien d'y réfléchir à 2 fois avant d'enregistrer de nouveaux reculs sur l'écologie. Dominique Estrosi-Sassone, votre réponse à ça, effectivement, on a enregistré, observé plusieurs reculs écologiques ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment vous l'expliquez ? Et est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on est en train de voir là actuellement, cette sorte de très grande improvisation, et ces reculs successifs, ou en tout cas ce manque d'ambition en matière écologique? Non, je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On ne va pas mélanger le fait qu'on vote contre les ZFE avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau d'une canicule. Moi, je pense que véritablement, ce qui est certain, c'est qu'au moins que ça puisse faire changer d'avis les climato-sceptiques et qu'on prenne bien conscience que le changement climatique, c'est maintenant et qu'on ne recule pas encore en disant que ça va arriver. Après, quand on ferme des écoles, oui, je l'entends, mais ce patrimoine immobilier, il est souvent très ancien. Il est souvent très ancien, c'est souvent très compliqué de pouvoir mettre en œuvre les mesures d'isolation nécessaires. Mais il y avait un grand plan qui avait été annoncé par Emmanuel Macron. Les maires font des efforts, il y a beaucoup de végétalisation, des cours d'école qui se font, des végétalisations des rues contre les îlots de chaleur, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc c'est toujours pareil. 40 milliards sur 10 ans pour rénover les écoles. Qui va payer dans le contexte budgétaire que l'on connaît, et ça c'est un frein considérable. Après, moi je pense qu'effectivement il faut continuer à mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Il faut véritablement s'adapter. S'adapter, ça veut dire mettre en œuvre des plans de soutien pour les personnes vulnérables qu'on ne sort pas au dernier moment. Ça veut dire bien évidemment adapter son bâti, et on parlait, je pense qu'on va en reparler, de la question des bouilloires thermiques. Un logement sur 3. C'est énorme. 42% des Français disent avoir souffert de la chaleur dans leur logement. C'est la fondation des personnes les plus défavorisées qui donne ces chiffres-là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas... ça a été un angle mort de nos politiques publiques. J'avais moi-même présidé une commission d'enquête sur les effets de la rénovation énergétique avec le rapporteur qui était Guillaume Gontard. On s'était étonné du fait que finalement, on ne prenait pas en compte le confort d'été. On a pris des mesures pour lutter contre le froid,
mais aujourd'hui, le confort d'été est un impensé. Et donc, si ça peut permettre d'aller dans ce sens-là, et je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être déposée incessamment sous peu, transpartisane, c'est une bonne chose parce qu'il faut véritablement aujourd'hui adapter notre bâti. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que quand on doit et puis ça coûte de l'argent, c'est ce que vous dites aussi. Quand on doit isoler, on a très souvent des freins du côté de l'ABF, des architectes des bâtiments de France, dans des copropriétés. Donc ça demande véritablement des mesures qui aillent de l'avant. Et je crois qu'il faut qu'on traite les bouilleurs thermiques comme on a traité finalement les logements, les passoires énergétiques. Il y a trop de normes, c'est ce que j'entends. Il y a trop de normes, il va falloir un peu simplifier tout ça pour construire davantage. Vous êtes d'accord? C'est pas exactement ce que j'ai entendu dans la boucle de j'interprète. À l'instant. Non, mais la réalité, c'est que, bien sûr que adapter les bâtiments, ça a un coût. Que ça représente un investissement conséquent. Parce que si vous interdisez à la location une bouilloire thermique et que vous ne faites pas les travaux nécessaires pour l'adapter, la seule conséquence que ça a, c'est que vous réduisez l'offre locative. Donc bien sûr qu'on a besoin d'investissement, mais qui peut considérer au moment qu'on vit en ce moment que la question de la lutte contre le réchauffement climatique, que l'adaptation des bâtiments n'est pas une priorité? Évidemment que ça doit être tout en haut de nos priorités. Et ça l'est pas. Je termine. À Paris, par exemple, nous avons dans notre parc social systématiquement doté nos immeubles de volets pour permettre justement que ces logements soient vivables. On a aujourd'hui besoin de faire aussi une démarche similaire dans le parc privé. On a besoin d'une aide puissante pour permettre aux copropriétaires de se doter, par exemple, de volets. Je prends cet exemple-là parce qu'on le sait, l'ADEME l'a prouvé, ça fait baisser la température de 5 à 7 degrés quand on est en situation de canicule comme on l'est en ce moment. Mais bien sûr, ça représente un investissement pour la collectivité, un investissement pour l'État, mais c'est un investissement qui est une question de survie, particulièrement dans nos grandes métropoles dans lesquelles on enregistre des températures monstrueuses. Dans ce contexte, au Parlement, en commission mixte paritaire, hier, députés et sénateurs ont dit oui à un texte qui vise à lever les contraintes qui pèsent actuellement sur les agriculteurs. L'une des mesures phares du texte consiste à réintroduire un néonicotinoïde interdit depuis 2018. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes président de la commission des affaires économiques. Il était difficile à obtenir cet accord? Écoutez, c'est moi qui présidais la commission mixte paritaire. On a laissé les débats se faire parce qu'on a pris aussi en considération que nos collègues députés avaient été frustrés puisque le texte a fait l'objet d'une motion de rejet, qui est un vote démocratique pour autant. Mais donc, avec mon homologue à l'Assemblée nationale, j'avais pris l'assurance que chacun pourrait s'exprimer et débattre de ces sujets, de ces questions qui sont des questions importantes, des questions qui étaient attendues en termes de réponse par le monde agricole. Je vous rappelle quand même la crise agricole au début de l'année 2024, ça faisait partie des engagements. Il y a eu le projet de loi d'orientation agricole, mais qui ne concernait finalement que le renouvellement des générations, que l'orientation, la transmission, l'installation. Et on voit bien qu'il y a encore un certain nombre de freins, d'entraves qui empêchent nos agriculteurs de produire dans de bonnes conditions et surtout qui les mettent dans une concurrence déloyale au regard de l'ensemble des autres pays européens. C'est ce qu'ont voulu faire les auteurs à travers cette proposition de loi. C'est ce qui a été adopté hier en commission mixte paritaire. On va voir maintenant la lecture des conclusions. Mais là aussi, aujourd'hui au Sénat, demain au Sénat et la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Mais là aussi, il faut se garder de tout amalgame, de toute caricature. Je pense qu'on a besoin de défendre notre agriculture au sens large et qu'il ne faut pas opposer les modèles, les visions, parce que ce qui compte, bien évidemment, c'est de continuer à avoir une agriculture qui puisse demain être plus souveraine, plus compétitive et toujours plus vertueuse. Il fallait lever ces contraintes qui pesaient sur les agriculteurs, Yann Brossat? Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses différentes. Qu'on lutte contre la concurrence déloyale, 1000 fois oui. Qu'on évite d'importer en France des produits qui ne respectent pas nos normes, celles que nous imposons à nos producteurs, évidemment oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... C'est des produits qui sont fabriqués, produits en Europe. Oui, donc, et ailleurs, parfois. Et ailleurs, oui. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sénateurs communistes se sont battus contre le CETA et nous avons voté ensemble contre ce traité de libre-échange avec le Canada. Donc ça, oui. En revanche, que nous abaissions nos normes et qu'on ait d'une certaine manière un alignement par le bas, ça, nous n'y sommes pas favorables. Et d'ailleurs, mon collègue Gérard Lahellec, lors du débat qui a eu lieu sur la loi du plomb, l'a dit de manière très claire. Et si un certain nombre de pesticides ont été interdits, c'est précisément sur la base d'études scientifiques, de recherches qui témoignaient du fait qu'ils posaient un problème, notamment pour la préservation de notre biodiversité. Donc je ne vois pas bien comment nous pouvons d'un côté
tenir de grands discours sur l'écologie et sur la protection de l'environnement et dans le même temps enregistrer des reculs sur cette question. Donc j'entends bien qu'il y a des difficultés, qu'il y a besoin de soutenir un certain nombre de nos filières agricoles qui peuvent être en difficulté, mais on ne peut pas dans le même temps accepter des reculs pareils sur le front de l'écologie. C'est le choix de la rentabilité, de la compétitivité économique qui a été fait au détriment de la protection de l'environnement et de la santé des Français. C'est pas au détriment de la protection de l'environnement, c'est pas un recul environnemental, c'est pas au détriment de la biodiversité. Oui, le mot compétitivité n'est pas un gros mot. Et redonner à notre agriculture toutes ses marges pour qu'elle puisse redevenir compétitive, oui, j'y souscris. Et quant à la molécule qui a été réintroduite, voilà, très bien dit, je rappelle que cette molécule est introduite par dérogation sur une durée de temps déterminée et uniquement pour des filières qui n'ont aucune autre solution techniques et qui sont dans une impasse. C'est-à-dire que ces filières, si on n'utilise pas de nouveau, donc d'une façon encadrée, l'acétamipride, vont carrément disparaître. Et donc la noisette disparaîtra, la betterave potentiellement, la pomme, et qu'est-ce qu'on aura ? Les mêmes produits qui rentreront dans notre pays et qui, ces produits-là, auront eu encore plus de molécules que la seule acétamipride. Vous savez, on dit il n'y a pas d'interdiction sans solution. Moi, je fais confiance à la science, à la recherche. Aujourd'hui, les solutions pour ces filières-là ne sont pas là, mais je suis convaincue qu'on y arrivera. Et à partir du moment où on aura les moyens de pouvoir faire en sorte que ces filières continuent à se développer sans utiliser donc des molécules comme l'acétamipride, eh bien les agriculteurs s'y plieront, bien évidemment. Ils l'ont déjà montré sur des tas d'autres sujets. Et donc, simplement, on ne peut pas aujourd'hui laisser ces filières à l'abandon, tout comme on ne peut pas aujourd'hui faire fi des problématiques d'accès à l'eau, de sécurisation de l'accès à l'eau. C'est la raison pour laquelle on porte aussi dans cette loi, qui je l'espère va devenir une loi, la question des captages d'eau. Capter de l'eau quand il pleut beaucoup pour s'en servir des méga-bassines, que certains appellent des méga-bassines. Mais c'est des projets d'intérêt général pour des captages d'eau, même si j'ai bien conscience que cette loi ne résout pas toutes les problématiques et les enjeux qui se posent au modèle agricole et qu'il faudra très certainement y revenir. Et hier, de façon transpartisane, les membres de la CMP l'ont dit, il y a des questions qui restent en suspens, l'accès de l'eau n'est pas complètement aujourd'hui acté, et puis il y a la question du foncier qui reste une question extrêmement préoccupante, il y a demain la discussion sur la PAC, donc ce sont autant de sujets sur lesquels ils reviendront, mais cette proposition de loi, elle a le mérite véritablement d'apporter des réponses et des premières réponses attendues au monde agricole. Autre thème de ce débat, on parle de la réforme du scrutin municipal. Le gouvernement va-t-il passer en force à moins d'un an des élections ? Une proposition de loi visant à réformer le mode d'élection à Paris, Lyon et Marseille est toujours dans les tuyaux au Parlement. Le gouvernement pousse pour obtenir son adoption d'ici au 11 juillet et la fin de la session parlementaire. Écoutez. Alors j'entends évidemment vos préventions légitimes et qui ont été relayées par le président du Sénat, aujourd'hui encore, sur ce que serait un dernier mot donné à l'Assemblée nationale. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que si on applique les institutions, lorsqu'une CMP n'est pas conclusive, les deux chambres sont saisies chacune pour nouvelle lecture. Le souhait du gouvernement, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est de tout faire pour qu'un compromis soit envisagé. Yann Brossa, le Sénat n'en veut pas. La commission mixte paritaire réunie la semaine dernière n'a pas permis d'aboutir à un accord. Le texte passera donc en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un passage en force aujourd'hui vous semble plausible, possible et voilà, faire fi un peu de ce que pense le Sénat ? Si ceux qui nous gouvernent étaient raisonnables, ils renonceraient à ce texte. Je pense que la question qu'on va surtout se poser, c'est pourquoi cet acharnement. Enfin, vous vous rendez compte quand même que François Bayrou sera sans doute censuré dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui restera de son bilan ? Une réforme du mode de scrutin de Paris, Lyon et Marseille. C'est à peu près la seule chose qu'il aura faite au cours des mois qu'il a passés à Matignon. Enfin, c'est pathétique quand on voit les préoccupations des Français. Il aura quand même fait passer le budget, c'est vraiment. Enfin, ça fait quelques mois quand même. Quand on voit les difficultés auxquelles sont confrontés les Français, les difficultés de pouvoir d'achat, la dégradation du service public, à l'hôpital, à l'école, la seule chose qu'on retiendra, c'est une réforme du mode de scrutin de Paris, de Lyon et de Marseille. Et donc j'ai du mal à m'expliquer cet acharnement, si ce n'est qu'il y a une forme d'emprise de Mme Dati sur Bayrou et ses amis qui explique cette volonté d'imposer à toute force
une réforme qui n'apportera strictement rien, parce qu'elle est basée sur un mensonge. Elle est basée sur l'idée que demain, grâce à cette réforme, on aura un Parisien, une voix. C'est totalement faux, puisqu'il y aura, et c'est bien normal, une prime majoritaire. Dès lors qu'il y a une prime majoritaire et pas une proportionnelle intégrale, sans prime, ça n'est pas un Parisien, une voix, pas plus que ça ne sera un Lyonnais ou une voix ou un Marseillais, une voix. Je rappelle pour ceux qui regardent que vous êtes candidat à la mairie de Paris. Absolument, plus que jamais. Mais en tout cas, je pense que c'est une très mauvaise réforme et que le gouvernement serait bien inspiré d'y renoncer. C'est une loi Dati ? Écoutez, je n'ai pas l'expérience de Yann Brossa sur ce sujet. Moi, je suis sénatrice du département des Alpes-Maritimes. Ce que j'ai vu, en tout cas au Sénat, c'est qu'il y a eu, globalement, et même je dirais majoritairement, la plupart des parlementaires des villes concernées, de Paris, Lyon, Marseille, qui ont montré leur opposition à ce texte. Et donc, quand il y a un texte qui ne fait pas consensus, effectivement, me semble-t-il, on doit en prendre acte. Je pense que cette loi, elle a été présentée dans la précipitation. Alors, les raisons plus ou moins officieuses ou officielles annoncées, chacun les analysera. Elle est mal ficelée, elle est mal rédigée, et je pense que véritablement, on a inversé les choses. C'est-à-dire que si l'on doit remettre en cause cette loi, et moi, je n'ai pas forcément un jugement, je ne connais pas assez bien le système de Paris, Lyon, Marseille, qui est pour nous des élus de province extrêmement complexes et compliqués. Pour autant, si elle doit être remise en cause, parce que c'est vrai que quand elle avait été votée, on disait que c'était un peu une loi d'exception, mais je pense qu'il fallait se poser les bonnes questions avant. Et donc, la question de la gouvernance, elle n'est pas traitée entre les mairies centrales et les mairies d'arrondissement. La question des compétences, je crois qu'elle n'est pas plus traitée. La question comment on vit avec les métropoles qui sont autour. Donc oui, je pense que potentiellement, il peut y avoir un débat. Il doit y avoir une méthode qui doit être annoncée, une méthode qui est claire, une méthode qui est lisible, et c'est pas le cas, qui est basée sur une concertation. Pour le moins, c'est pas le cas, et ça se passe encore moins d'un an avant des élections municipales, et je rapprocherai ça d'une réforme contre laquelle je me suis énormément opposée, malheureusement en vain, la réforme du mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants, qui pour moi est une erreur fondamentale et colossale pour ces communes rurales. Malheureusement, cette réforme est passée. On a fait un recours devant le Conseil constitutionnel de façon transpartisane là aussi, mais on ne modifie pas, même si ce n'est pas une règle législative, les règles du jeu moins d'un an avant des élections. Yann, hier avait justement lieu l'un des premiers matchs sur le chemin des municipales. Les socialistes ont désormais leur champion pour Paris, c'est ça ? Oui, je vais vous le présenter. C'est Emmanuel Grégoire. Il remporte la primaire avec 52,6% des voix. Il fallait départager 3 candidats, vous les voyez apparaître, à la succession d'Anne Hidalgo. Et le match était tendu. Elle avait désigné le sénateur Rémi Féraud, l'un de ses fidèles, pour lui succéder. C'est un échec avec 44% des suffrages. C'était un duel fratricide avec le député Emmanuel Grégoire. C'était son premier adjoint d'Anne Hidalgo avant qu'il ne se brouille sérieusement. Il y avait aussi Marion Valère, vous l'avez vu apparaître, une ancienne conseillère d'Anne Hidalgo, arrivée par surprise dans la campagne. Elle a fait 3%. Le climat était donc tendu, avec en paroxysme le vote de la date de cette primaire et des soupçons de tricherie par les pro-Emmanuel Grégoire. Anne Hidalgo a dit ensuite qu'elle ne soutiendrait pas son ancien dauphin, même s'il gagnait, ce qui fut donc le cas. Elle lui reproche des trahisons, notamment après son échec à la présidentielle en 2022 et son score, on s'en souvient, d'1,7%. Alors dites-nous, quel est le programme d'Emmanuel Grégoire pour Paris ? Peu de choses les opposaient sur le fond. Sur le logement, Emmanuel Grégoire maintient le cap de 40% de logements publics en 2035 et la création d'un bail où la mairie jouera le rôle de garant des locataires du privé. Sur la circulation, il veut des zones de calme sans 2 roues la nuit et la transformation du périphérique avec notamment une réduction du nombre de voies. Il entend également mettre à l'abri les 3500 personnes sans domicile dans la capitale avec la mairie qui louerait des logements elle-même. Une promesse politique aussi à noter, Emmanuel Grégoire a exclu une alliance avec la France insoumise pour la suite, contrairement au candidat écologiste David Béliard qui, selon un récent sondage en plus, est le mieux placé à gauche. Les discussions sur la stratégie d'union s'annoncent donc compliquées. Et le procès, ça va vous intéresser. Qui fera face à Emmanuel Grégoire ? Eh bien, en plus de notre invité, on pense évidemment à Rachida Dati. Rachida Dati, mais alors candidate de qui ? Puisque, pour rappel, la ministre de la Culture est toujours encartée LR et non Renaissance, malgré son rapprochement avec Emmanuel Macron. Côté Renaissance, c'est le 9 juillet que le bureau politique devrait la désigner comme candidate, quitte à déplaire à certains militants qui voudraient une personnalité issue de leur rang. Côté LR, il n'y a pas beaucoup plus d'enthousiasme non plus. Écoutez la sénatrice Catherine Dumas qui était notre invitée hier.
Il y a déjà un autre candidat, Francis Szpiner, et puis il y en aura sénateur Les Républicains. Il y en aura peut-être d'autres, moi j'en sais rien. Après tout, il faut qu'il y ait une offre, donc on va voir. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un mot qu'on ne peut pas employer par rapport au municipal à Paris, c'est le mot évident. Rien n'est évident. Voilà, rien n'est évident donc, mais ils sont nombreux à penser qu'il faudra une stratégie d'alliance entre le centre et la droite pour espérer remporter Paris. Rien n'est évident, il y a peut-être quelque chose d'assez évident, c'est que c'est une claque pour Anne Hidalgo, cette victoire d'Emmanuel Grégoire. Yann Brossat? Je ne m'intéresse pas à tout ça. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes ont leur chef de file, c'est David Béliard, les socialistes ont leur chef de file, c'est Emmanuel Grégoire, les communistes ont le leur, ça a été moins compliqué à choisir, c'est moi. Maintenant, il va falloir qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on soit capable de travailler à l'union pour une liste de la majorité municipale au premier tour. Comment vous expliquez cette victoire d'Emmanuel Grégoire? C'est une manière aussi de dire, de punir Anne Hidalgo, non, de dire voilà. Je pense surtout qu'il s'était positionné depuis longtemps et il s'était présenté comme candidat depuis des mois, ce qui a sans doute compté dans le score qu'il a fait. Mais une fois de plus, l'enjeu, c'est l'union. Moi, je ne me fais pas à l'idée que les composantes de la majorité municipale partent dispersées au premier tour. Nous avons face à nous Rachida Dati, vous avez vu les températures qu'il fait en ce moment à Paris. Elle a proposé de refaire venir des voitures partout, y compris sur les voies sur berge. Donc, ce sera un grand débat, projet contre projet, et je suis plus que jamais disponible pour incarner l'union à gauche au premier tour des élections municipales. Avec les insoumis, les socialistes, les écologistes. Je redis ce que je vous ai dit à l'instant. Voilà. Je suis favorable à l'union de la majorité municipale. Socialistes, communistes, écologistes. Nous gouvernons à Paris depuis plus d'une vingtaine d'années et je pense qu'il faut continuer ensemble. Rachida Dati, Madame Estrosi Sassone, soutien ferme, définitif, appuyé, enthousiaste. Aujourd'hui, les choses ne sont pas complètement arrêtées, pas plus à Paris que dans d'autres grandes villes ou dans un certain nombre de municipalités qui sont détenues par les Républicains ou qui pourraient l'être demain. Après, si je m'en fie à ce que l'on peut lire, on voit qu'aujourd'hui, la candidate qui porte des valeurs de droite, du centre, du socle commun, qui est le plus à même potentiellement de gagner ou de ravir cette mairie, c'est quand même Rachida Dati, qu'on le veuille ou non. Donc après, il faudra que chacun prenne ses responsabilités et savoir véritablement ce que l'on veut faire et si l'on veut mettre fin à la mairie de Paris qui est tenue par la gauche depuis de très très nombreuses années. Ça ne sera pas facile, loin de là. Il faudra choisir le meilleur candidat à ce stade. Il me semble que Rachida Dati est la mieux placée. Mais il y a encore beaucoup de temps à accomplir d'ici là. Les jours du gouvernement Bayrou sont-ils comptés? Une motion de censure déposée par les socialistes sera discutée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aucune chance qu'elle soit adoptée car le Rassemblement national a annoncé qu'il ne la voterait pas. Écoutez néanmoins le président du groupe socialiste lancer comme ça un avertissement à François Bayrou. Écoutez Boris Vallaud. Blague, c'est le Premier ministre qui nous gouverne, mais qui en réalité gouverne pas grand-chose et pas toujours lui-même. Quand on prend des engagements devant la représentation nationale, comme l'a fait François Bayrou au moment où nous discutions avec lui, sur la question des retraites, comme sur d'autres sujets qui relèvent des questions budgétaires, du fonctionnement de nos services publics, de l'investissement public dans nos communes, dans nos territoires, eh bien, il faut tenir ces engagements. Il vous a trahi? Il a d'abord trahi les Françaises et les Français. Madame Estrosi Sassone, c'est un avertissement sans frais, cette motion de censure, un avertissement sans frais au gouvernement? Oui, je pense que ça trompe personne, cette motion de censure. Elle ne censurera pas François Bayrou cet après-midi. Je pense que l'épreuve arrivera très certainement à l'automne, au moment du vote du budget, puisque, entre autres, le Rassemblement national ne cesse de le répéter. Du côté des socialistes, je pense qu'ils ont déposé cette motion de censure pour montrer maintenant qu'ils sont bien dans l'opposition suite à l'échec du conclave des retraites. Ils considèrent qu'ils ont été trompés par rapport à cette procédure qui a été mise en place et donc ils veulent aujourd'hui, à la tribune de l'Assemblée nationale, dans les médias, réaffirmer ou en tout cas affirmer qu'ils s'écartent un petit peu de François Bayrou, qui les avait attirés vers lui en leur annonçant ce conclave des retraites, parce que voilà, c'est pas en votant la motion de censure que la retraite va baisser de 64 à 62 ans. Personne n'est dupe et donc je pense que l'épreuve sera véritablement au mois d'octobre, à partir de la loi de finances, du budget, lorsque déjà on va connaître les propositions que va faire François Bayrou au 15 juillet sur où va-t-il trouver ces 40 milliards d'euros d'économies. Yann Brossat, c'est un coup de com'
cette motion de censure aujourd'hui discutée à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. La gauche prend ses responsabilités. Les socialistes, les communistes, les écologistes voteront cette motion de censure et les Français verront que le Rassemblement national a trahi ses électeurs. Je rappelle quand même que M. Bardella a fait toute la campagne des élections législatives en expliquant sur toutes les antennes, matin, midi et soir, qu'il allait abroger la réforme des retraites. Et on a un Premier ministre, François Bayrou, qui refuse de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 64 ans, et les députés du Rassemblement national qui lui servent de béquille. La réalité, c'est que le Rassemblement national est devenu le vassal de M. Bayrou. Et donc, une fois de plus, les électeurs du RN doivent le savoir parce qu'ils ont été trahis par les premiers responsables du RN. Est-ce que les LR pourraient voter une motion de censure dans les mois qui viennent, l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des lignes rouges qui sont posées? Alors non, pour l'instant... Parce qu'on voit Bruno Retailleau sur certains points dire voilà, sur la proportionnelle... Vous l'aurez compris aussi à travers le positionnement de Bruno Retailleau, qui est devenu le patron de notre famille politique. Aujourd'hui, il entend rester au gouvernement tant que sa fonction au gouvernement est utile à la France. Lorsqu'on a pris la décision de rejoindre le gouvernement, d'abord avec Michel Barnier et d'y rester avec François Bayrou, c'est parce qu'on considérait que véritablement on était peut-être en capacité d'apporter des réponses aux Français, aux élus locaux sur un certain nombre de points, et surtout qu'on ne voulait pas rester, malheureusement c'est pas forcément le cas avéré, dans un immobilisme qui aurait été dévastateur pour le pays. Donc tant qu'on peut être utile, même si c'est des petits pas qui sont franchis, eh bien je crois que la volonté est de continuer à rester au gouvernement. Après, l'heure de vérité, elle viendra aussi pour notre famille des Républicains, si ce n'est au moment du budget, mais assez rapidement, puisque suivront, vous le savez, une année électorale, des élections municipales et des élections sénatoriales. Et à ce moment-là, les choses devront se clarifier. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On va regarder ce qu'il y a dans vos quotidiens régionaux ce matin. Et Yann, à la une, la canicule ce matin. C'est bien simple, plus de la moitié des journaux la mettent à la une ce matin, disons les 3/4. 16 départements passent en rouge demain, 3 titres notamment qui relèvent l'ambiance du jour. Insupportable titre, le Dauphiné, avec cet exemple d'ouvrier qui travaille en extérieur en plein soleil. Pour le Télégramme, c'est l'inquiétant record. La France a connu hier sa journée la plus chaude pour un mois de juin. Et ça tourne au supplice, se plaint le Parisien, le quotidien qui s'intéresse à nos organismes qui peinent à récupérer dans ces conditions. Certains quotidiens font un focus sur les écoles aujourd'hui. Des écoles démunies, en surchauffe, avec des élèves qui suffoquent. Je vous ai résumé les 3 unes. Quelques 1350 écoles publiques sur 45 000 sont fermées aujourd'hui. Pour celles qui accueillent des élèves, la température avoisine parfois les 35 degrés. Alors une enseignante raconte, on a des ventilateurs qui ne sont pas très efficaces. On mouille régulièrement les enfants avec de l'eau et on les force à boire toute la journée. Elles sont beaucoup, comme elle, à le dire avec cette chaleur. C'est de la garderie, pas de l'enseignement. Et la Méditerranée souffre aussi de la chaleur. Oui, c'est la une de Var Matin, encore une mauvaise nouvelle. Jamais la mer n'avait été aussi chaude, aussi vite. Sa température de surface a atteint 26 degrés en moyenne, selon des données satellites analysées par Météo France. Avec une carte que vous pourrez trouver dans les pages intérieures, vous la voyez ici, les anomalies de température. Là où c'est le plus chaud, frontière française, c'est entre la Corse et Nice, plus 5,7 degrés par rapport aux moyennes de référence. L'eau sur la Côte d'Azur était à 27 degrés dimanche. Alors c'est agréable pour se baigner, mais c'est pas bon pour la biodiversité. C'est même plus agréable. C'est même plus agréable. Allez, on sort un peu de la canicule avec Nice Matin, Yann. Oui, le maire de Nice, Christian Estrosi, et son épouse étaient longuement en garde à vue. Hier, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte également. Ils sont ressortis libres après 13 heures d'audition. À l'issue, aucun des 3 ne s'est vu notifié de poursuite. Il s'agit d'une enquête sur l'organisation d'événements à Nice, dont l'Eurovision Junior. Il est question de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt ou encore faux en écriture publique. Dans les colonnes du journal, le maire affirme « Ces attaques me renforcent ». Leurs avocats dénoncent, je cite, une mise en cause par des élus de l'opposition à la veille d'une nouvelle échéance électorale. Christian Estrosi a déjà annoncé sa candidature au municipal en 2026. Merci beaucoup Yann, merci doublement parce que c'était votre dernière matinale. Vous allez voguer vers d'autres flots. Je vous souhaite bonne chance. C'était super de travailler cette chaîne avec vous. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur publicsénat.fr. Demain, ce sera Oriane Mancini qui revient aux manettes de cette émission. Bye bye.